Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. La partition de votre vie a été rythmée par une symphonie d'aventures radiophoniques et télévisuelles. À l'heure de la publication de vos mémoires, nous allons en parler de concert. Bonjour Ève Ruggieri. Bonjour Jacques. Alors c'est vrai que vous publiez vos mémoires au cas où je mourrais. Ça nous arrive à tous, mais le plus tard possible. Voilà, mais il devait y avoir un point d'interrogation parce que avec les nouvelles techniques, l'intelligence artificielle, ils vont bien trouver un moyen pour que ça ne s'arrête pas. Exactement. Mais on m'a dit qu'on ne mettait pas de ponctuation sur les couvertures. Écoutez, donc ça change tout. Elle est virtuelle. Ce sont vos mémoires chez Flammarion. Le principe des clés d'une vie, bien sûr, c'est de vous raconter. Et je me suis inspiré de ce livre et d'autres choses pour trouver des dates qui permettent de vous raconter. Et la première, elle est tragique, mais elle va vous rappeler quelque chose. C'est le 10 juin 1944, le massacre de 643 habitants à Oradour-sur-Glane. Et vous êtes à 12 km ou 8 km. Voilà. Nous avions ce sens, si j'ose dire, des mauvaises orientations, parce que pour se reposer, prendre quelques jours de vacances, ma grand-mère avait décidé que nous irions chez une amie qui était effectivement juste à côté d'Oradour, ce qui fait que mon grand-père, qui devait nous rejoindre, quand le car est arrivé devant Oradour, les Allemands ont dit les gens d'Oradour descendez, les autres vous retournez d'où vous êtes venus. Et nous on attendait évidemment mon grand-père, et puis sur le coup de midi on a entendu des cris horribles dans la rue. Ça s'appelait Cieux, ce petit village. Oui. Et c'était les femmes qui venaient d'apprendre que leurs enfants qui étaient partis pour la communion étaient morts brûlés dans l'église. Et ce cri, moi je dormais, j'étais toute petite, et ce cri, je l'ai jamais oublié. J'ai toujours dans la tête. Et quand j'ai réécouté des années plus tard un opéra de Richard Strauss, Electre, quand elle retrouve son frère, elle pousse un cri comme ça de bête égorgée. On ne sait pas si c'est de la joie ou de l'incrédulité. Et j'ai revu cette femme, parce que je m'étais levée, j'étais descendue de mon petit lit pour aller voir pourquoi ce cri, qui était debout dans la rue. Il faisait très beau le jour d'Oradour. Il y avait un soleil magnifique, elle était debout, les bras en l'air comme une tragédienne, la bouche ouverte, béante, comme ça, et ce cri qui ne s'arrêtait pas, ça m'a jamais quitté. Oui. Et Cieux, dont vous parlez, est un petit village de 1500 habitants, oui, qui a été réputé pour son plan d'eau, qui est désormais fermé au public, je crois. Ah, je sais pas, j'y suis pas retournée. Si, et le grand étang privé est réservé à la pêche maintenant. Voilà. Je sais qu'on y allait comme mon grand-père, pêcher, mais j'ai pas eu, mon frère y est retourné. Moi, j'ai pas eu le courage. Alors, vous êtes né à Limoges, dans une famille d'artistes musiciens, parce que papa et maman faisaient de la musique. Oui, tous les deux. Maman était violoniste. Mon père avait une formation de contrebassiste, mais il avait formé un petit orchestre de musique de chambre. Et en même temps, il adorait la peinture. Donc, il était entre ses partitions ou devant son chevalet. Et je trouvais que j'avais un papa merveilleux. C'était mon héros. Et puis, le grand-père était tailleur et c'était un cérémonial que de couper un vêtement. Chez lui, c'était une sorte de passion, vraiment. Je me suis toujours d'ailleurs posé la question comment ce jeune homme qui était né dans une famille nombreuse, dans un tout petit village corrézien, avait-il trouvé le courage de partir, d'abord de dire qu'il voulait être couturier, ce qui avait dû sidérer la famille, parce qu'on était plutôt, je suppose, dans l'agriculture, des choses comme ça. Et lui, à 10 ans, il voulait être couturier. Donc il est parti, il devait avoir 15 ans. Alors, on se dit toujours, et je pense que vous le faites aussi, Jacques, qu'on n'a pas assez interrogé pas nos ancêtres, mais en fait, au moins nos grands-parents. J'aurais dû savoir comment il avait trouvé cette force de prendre un bus pour aller à la gare de Limoges, de partir vers Paris. Il habitait où? Dans une mansarde, ils n'avaient pas d'argent. C'est fou, hein? Il était devenu un des meilleurs tailleurs pour hommes. Il était spécialisé dans les vêtements militaires d'abord, et puis ensuite pour toutes les grandes cérémonies, les mariages en jaquette et tout ça. Alors, vous devez aussi à votre grand-mère le goût de la rigueur, du travail, et le goût des histoires, Ève Ruggieri. Oui, parce qu'elle laissait sa bibliothèque ouverte. Ma grand-mère lisait énormément. Et la bibliothèque était toujours ouverte, donc moi je piochais dedans. Et je disais tout et n'importe quoi, y compris des histoires qui, j'ai compris après, n'étaient pas tout à fait faites pour les enfants, les chansons de Billy Tiss, par exemple. Et je trouvais que c'était merveilleux, et je lisais les tragédies de Racine,
Je me demandais si ça finissait bien, parce que le héros me plaisait bien. Enfin, à 7 ans, j'avais déjà lu je ne sais combien de livres. Et puis vous avez appris l'histoire des pays grâce à une boîte de cirage, je crois. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait des commis voyageurs, quelque chose comme ça, qui passaient, ils sonnaient, et ils offraient une possibilité d'acheter des cirages. Ça s'appelait le Lion Noir. Et si vous en achetiez beaucoup, vous aviez droit à une sorte de feuille, de cartonné, comme ça, qui tournait avec des flèches, et ça s'arrêtait sur toutes les colonies françaises. Ce qui fait qu'à 10 ans, j'étais imbattable sur les colonies françaises. Et quand je suis arrivée à l'école tardivement, parce que j'avais une institutrice privée, qui m'avait tout enseigné de l'histoire du monde, mais qui m'avait pas appris à compter. Donc ma seule spécialité était les colonies françaises. Et d'ailleurs, une génération, dont la mienne, a découvert l'Europe avant la lettre grâce à l'Alsacienne qui offrait un draporama avec ses biscuits. Voilà. Et on avait les drapeaux qu'on plantait un peu partout sur le cadre. Voilà. Alors, c'est vrai qu'une institutrice privée, c'est rarissime, Evry Géry. Comme j'étais élevée par mes grands-parents, parce que l'orchestre de mes parents de Limoges donc avait fermé, et ils étaient partis s'installer, tous les orchestres qui pouvaient s'installer en zone libre. Donc ils étaient partis, et mon frère venait de naître, et donc maman ne pouvait pas le laisser à quelqu'un d'autre. Elle l'élevait comme ça se faisait à l'époque au sein. Et moi, du coup, j'étais restée avec mes grands-parents. Et j'ai découvert que j'avais un frère, je devais avoir 4 ans. C'était un cadeau magnifique. Moi, j'étais ravie. J'avais quelqu'un à demeure pour jouer. J'étais très seule sans ça. Et donc, j'allais pas au lycée parce que ma grand-mère ne pouvait pas m'amener tous les jours au lycée. Et c'était Madame Rouel qui vous faisait l'éducation. Et figurez-vous qu'à la suite de ce livre, j'ai reçu une lettre qui m'a beaucoup touchée, qui était ma première petite copine, qui s'appelait Annie, et qui m'a envoyé une lettre en me disant: est-ce que tu te souviens de nos escapades chez Madame Rouel? Et donc, je ne m'étais pas trompée. Non, j'avais cherché, je ne savais pas comment ça s'écrivait. Et en fait, j'étais tombée sur la bonne Madame Rouel. Et à propos de musique, il y a quand même eu un drame un jour, c'est que vous avez cassé le violon de votre maman, Evry Géry. Ça, c'était épouvantable. On jouait avec mon frère à sauter sur le lit de mes parents pendant qu'ils n'étaient pas là, et maman avait laissé le violon sur le lit, sorti de sa housse, et en cabriolant sur le lit, moi je suis tombée sur le violon. Et quand maman est arrivée, alors pareil, elle a poussé un cri, mais comme si on lui avait planté un couteau dans le cœur. Et je crois qu'elle a dû pleurer pendant une semaine entière. Enfin, on a trouvé un luthier formidable qui a un peu réparé le violon. Mais c'était... Là, ce jour-là, j'ai compris ce qu'était un sentiment de culpabilité. Et puis la musique, justement, c'est venu car vous avez été très jeune au conservatoire. Oui. Moi, j'ai commencé le piano, je devais avoir 4 ans. Peut-être 3. Ouais. Enfin, en tout cas, 3 en tapotant, mais 4 avec un professeur. Et ensuite, la famille est passée à Nice, dans le quartier de Cimier. Oui. Et là, vous êtes rentré dans un vrai conservatoire. Celui de Limoges est un vrai conservatoire, mais Limoges est une ville qu'il faut apprendre à aimer, parce que d'abord le climat est pas celui de Nice, et ensuite c'est une pierre très dure avec des éclats d'obsidienne dedans, donc ça a quelque chose d'assez fort mais dramatique. Et le vieux Limoges est magnifique. Et mon conservatoire était situé dans l'épiscopat. Il y avait des jardins merveilleux devant. Et j'adorais m'y rendre. Surtout que j'avais eu mon premier amoureux. Alors, j'avais 14 ans. On avait après 2 ans à se regarder. Lui était au piano pendant moi, j'étais au cours de danse aussi. J'étais ballerine dans mon coin, et je me disais, il avait remplacé une vieille demoiselle assez désagréable, et je me disais, qu'est-ce qu'il est beau ce jeune homme. Et au moment où la première fois on s'était embrassé en se quittant sur la joue, il n'était pas question à l'époque, ça se faisait pas ailleurs. Mes parents arrivent à la maison et me disent: on a une bonne nouvelle à vous annoncer, on part demain pour Nice. Et moi j'étais anéantie, parce qu'il fallait m'éloigner de ce jeune homme qui m'a laissé une petite partition. Il avait écrit une petite mélodie pour moi, et j'ajoute toujours. J'ai jamais oublié. J'ai oublié plein de partitions, mais pas celle-là. Et à Nice, vous êtes entré à la Villa Paradisio, qui était pour un concours. D'ailleurs, il y a quelqu'un d'autre qui a fait ce même concours pour être chef d'orchestre, c'est Gilbert Bécaud. Bien sûr. Et donc, vous êtes sorti avec un premier prix. Et pour entrer à l'école, vous avez joué ce morceau. Le concerto italien au piano de Jean-Sébastien Bach.
J'adore ce concerto. Parce que on s'est fait... C'est curieux, d'ailleurs. On m'a souvent reproché de faire parler des compositeurs, mais Bach était un type, quand je dis ça, tout le monde me dit c'était un génie, c'était pas un type. Ben si, c'était aussi un homme qui adorait le vin blanc. On a retrouvé des factures de tonneaux de vin blanc, je me demandais avec qui il buvait tout ça, qui se battait à l'épée contre un de ses élèves, dont il avait traité l'instrument de vieille chèvre. Enfin, c'était un type incroyable, moi j'aurais adoré le connaître, et génie en même temps, génial. Plus de 1000 partitions, donc une ne ressemble à l'autre. C'est formidable. Et donc, l'école se passe tellement bien que vous avez un premier prix à Nice, à l'Opéra de Nice, oui, Ruggieri. Absolument. Et ça veut dire une carrière de concertiste? Ça devait être ça, puisque je suis montée après, on dit montée à Paris, hein, puisque ça remonte sur les cartes, en tout cas. Et j'avais un professeur qui était assez sévère. Et un jour, j'ai regardé ma main et je me suis dit... Je ne pourrais jamais jouer le répertoire que j'aime tellement, c'est le grand répertoire romantique russe, Tchaïkovski et tous ses confrères. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Déjà, vous savez, ma vie jusqu'à 17 ans, 18 ans, a été le conservatoire et le lycée. Et rien d'autre. Je n'étais jamais allée au cinéma, je n'étais jamais allée au théâtre. Donc je me suis dit, est-ce que je vais avoir le courage de continuer cette vie-là? En plus, j'arrivais toute seule à Paris, donc il n'y a personne pour me dire... T'as pas fait tes 4 heures de piano aujourd'hui, allez, hop. Vous changez de vie. J'ai changé de ville et de vie. Voilà, et on va en parler avec une autre date, le 21 octobre 1968. À tout de suite sur Sud Radio avec Ève Ruggieri. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Ève Ruggieri. Ce livre, Au cas où je mourrais, sans point d'interrogation, mais le plus tard possible, c'est chez Flammarion, une biographie qu'on évoque à travers des dates clés de votre vie. Et le 21 octobre 1968 est une date clé pour vous, car c'est la première de cette émission de radio. Radioscopie, eh oui. Oui, oui. Car vous avez travaillé avec Jacques Chancel dès la 3e émission, je crois. Je crois même que c'est la seconde. Oui. Parce que j'avais remplacé celle qu'on lui avait donnée comme assistante. Et j'avais dû dire plein de bêtises. Elle avait beaucoup ri. Il m'a dit, je veux garder celle-là au patron des assistants. Donc, je suis restée avec lui. Et ça a été des moments d'abord très formateurs. Et ensuite, on a beaucoup ri. Mais Jacques adorait rire. Il adorait rire, et puis il travaillait, et je me suis aperçu que finalement, il ne posait pas de questions, il lançait des affirmations dans Radioscopie. Oui, c'était son truc. Donc, il disait, vous avez fait ça, etc. Donc, les invités un peu surpris. Du coup, essayer de sortir du discours entendu qu'on fait partout quand on sort un livre ou un disque. Et il avait un truc qui lui arrivait, évidemment, c'était comme vous, 1 heure tous les jours de préparation, tout ça, de se tromper, une petite erreur, ça arrive à tout le monde. Et il était malin comme tout. Et il disait... Donc l'interlocuteur disait non, c'est pas tout à fait ça. Il disait c'est ce que je voulais vous faire dire. Voilà, c'est une bonne chose. Je vous la livre parce que c'était imparable. Voilà, je vais le reprendre à mon compte. Il faut savoir qu'avant, Jacques Chancel était chroniqueur parisien à Paris Jour, avec Pierre Rey, qui est devenu scénariste ensuite, et qui est devenu à la radio un maître de l'interview, comme son meilleur copain Philippe Bouvard. Exactement. Alors, il y a vous racontez dans ce livre, Ève Ruggieri, une des premières émissions où vous allez chez Henri de Monterland. Jacques arrive en retard, ça lui arrivait, et Monterland le prend très mal. Oui, faut dire Paris, il habitait sur le quai Voltaire, donc les quais, ça date pas d'aujourd'hui, c'était toujours embouteillé, et il est arrivé un peu en retard, mais en retard de 10 minutes, un quart d'heure. Et nous, avec le technicien, on était arrivé pile poil à l'heure, et on nous avait installés dans un salon, et on entendait Monterland qui faisait des pas aller-retour on se disait, oh là 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 là, ça va mal se passer. Jacques arrive. Monterland lui dit nous commençons donc, on commence et puis le temps passe et au bout d'un moment Monterland dit eh bien voilà, je vous remercie, c'est terminé. Jacques regarde le technicien qui lui fait non, il y a encore un quart d'heure et il dit mais je crois que j'ai besoin de 50 minutes au moins. Et Jacques dit eh bien vous les avez eus puisque vous êtes arrivé, pas Jacques, Monterland lui dit vous les avez eus puisque vous êtes arrivé avec un quart d'heure de retard. Donc Jacques furieux parce que du coup sa radioscopie il fallait rajouter de la musique, c'était pour que ça fasse 1 heure, c'était compliqué.
C'était le soir même. Donc, il part, il claque la porte. Monterland part chez lui, dans une autre pièce, claque la porte. Avec le technicien, on était tous les deux là. Et moi, je regardais, et par terre, il y avait des sculptures posées, par terre. Donc, je voyais un petit buste d'un Apollon, probablement. Je prends parce que c'était magnifique. Et Monterland rentre et me dit, qu'est-ce que vous tenez là dans vos mains sur un ton très désagréable? Je lui dis, c'est une sculpture, je ne sais pas si c'est romain ou grec. Il dit, vous aimez ça? Je dis, oui, monsieur, oui, maître. J'avais dit, oui, maître, beaucoup, c'est tellement beau. Il me dit, gardez-le. Et moi, comme une idiote, réflexe de bonne éducation familiale, je dis, contre ce que je pensais, je dis, ça me gêne beaucoup, je n'avais pas fini de dire ça, il m'arrache la statue des mains, il me regarde en face, et puis il était à moitié aveugle, mais il avait les yeux fixés sur moi, et il dit, eh bien ça vous apprendra à dire ce que vous pensez la prochaine fois. Il faut savoir que Monterland a été un des plus jeunes auteurs interviewés à la radio dans les années 50. C'était un des premiers à accepter de faire des émissions de radio. Et ça avait été très dur parce qu'il ne voulait pas. Et Jacques avait un tel prestige et une telle réputation que finalement, il s'est décidé. Mais c'était laborieux. Vous avez donc travaillé pendant plusieurs années avec Chancel. Vous avez connu le Grand Échiquier, le vrai. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. J'ai connu le Grand Échiquier et surtout, c'est là où j'ai fait la connaissance de son assistante, Liliane Bordoni. Et c'est avec elle que nous avons créé les fameuses Panthères roses à la radio. Alors, il se trouve que le Grand Échiquier a été précédé du Grand Amphi, on l'a un peu oublié, oui. Qui devait au départ s'appeler Les Grandes Manœuvres, oui. Mais c'était un film de René Clair, et René Clair a refusé de donner ce titre. Oui. Alors, la radio, ça a commencé, je crois, pour vous, Ève Ruggieri, par un concours de recrutement. Oui. Je suis bien la seule dans le monde de la radio à être entrée par concours. Parce qu'après avoir décidé de ne pas poursuivre l'étude du piano, maman m'a appelé qui était catastrophée. Pour mes parents, c'était un drame. Parce que c'est vrai que j'étais douée pour le piano, donc ils avaient envisagé une belle carrière. Et donc, elle m'a appelé en me disant, bon, écoute, au moins, peut-être ça te sauvera. Il y a un concours de réalisateurs. Il faut passer les préliminaires, enfin, les éliminatoires à Marseille. Et après, un stage d'1 an à Paris. Donc, j'ai passé le concours. Enfin, à Marseille, ils demandaient très peu de choses. Moi, j'avais mes 2 bacs et mon prix de piano, donc j'ai été prise tout de suite. J'étais à Plus Jeune de très loin, parce que c'était au moment du retour, vous savez, de tout au moment de la décolonisation. Oui. Donc il y avait le retour de beaucoup de personnes, dont des réalisateurs qui cherchaient un poste à Paris. Donc après le concours, pour être réalisateur, on m'a dit voilà, il faut partir 5 ans en province. Moi, j'en venais de la province. J'en dis, je voudrais bien rester un peu à Paris. Ça fait qu'1 an que j'y suis. Et ils m'ont dit, il faut passer un concours. Mais j'ai dit, enfin, je viens d'en passer, il faut que j'en repasse un. Et je me rappelle du réalisateur qui était le réalisateur du Conservatoire de la chanson. De Mireille, oui. Monsieur Godbert. Oui. Et qui a dit, comme vous y allez, on peut être un très bon réalisateur et un très mauvais... un très bon écrivain, un très mauvais typographe. J'ai trouvé que c'était alors vraiment d'une malhonnêteté intellectuelle totale. Donc j'ai repassé un concours et je suis entrée comme assistante. Et le petit conservatoire de Mireille qu'il a réalisé, au départ, c'était une idée de Sacha Guitry, qui a écrit à Mireille, un jour, vous devriez faire un petit conservatoire. On l'a admise pour 6 mois à la radio, ça a duré 30 ans. Ah, je ne savais pas du tout, c'était une bonne idée. Alors, il se trouve que vous commencez donc à la radio et que vous avez commencé comme assistante en appelant les comédiennes pour les engagements des contrats. J'étais folle de bonheur. Je voyais des femmes magnifiques qui arrivaient, qui avaient des voix incroyables. J'étais déjà tellement sensible aux voix. Et je me rappelle de Geneviève Page, La beauté sur terre, qui m'avait fait l'honneur de m'inviter à prendre un café avec elle. C'était au Centre Bourdon, la maison de la radio n'était pas terminée. Et donc, on avait un grand escalier qui descendait pour aller boire le café. Et j'étais à côté d'elle, et elle avait un manteau de vison blanc sur le dos, et le manteau a glissé, il est tombé. Moi, tel un gardien de but, j'ai plongé sur le manteau pour le ramasser, et elle m'a dit avec une voix sublime, laissez, cher, laissez, on le prendra en remontant. Et il y avait Emmanuel Riva aussi qui vous a marqué. Oui, Emmanuel Riva, mes parents se moquaient de moi parce que j'avais vu ce film magnifique tiré du roman de Madame Duras. Hiroshima, mon amour. Hiroshima, mon amour. Et mes parents disaient, tu sais, on donne Hiroshima, mon amour, tel petit village perdu dans l'arrière-pays niçois. Donc, tu n'as que 2 changements de train à faire et puis un quart, parce qu'ils se moquaient de moi, je l'avais vu 10 fois. Et quand j'ai vu de vrai, je trouvais que c'était une femme qui était d'abord très belle,
Et elle avait cette voix qui me laissait... comme Delphine Seyrig. Delphine Seyrig, c'était la beauté sur Terre. Moi, j'arrivais de mon Nice, là. J'avais jamais vu des femmes aussi élégantes, aussi fascinantes, aussi séduisantes. J'étais sous le charme. Et vous avez connu l'inauguration de la Maison de la Radio par le général de Gaulle. Exactement. Enfin, moi, c'est beaucoup dire, mais il se trouve que j'étais allée voir, évidemment, et il y avait Alain Cuny, qui était à l'époque un immense comédien, qui avait joué tous les grands Claudel et tout ça, et qui était réputé pour sa mauvaise humeur. Donc, il n'était pas très heureux de faire partie du concert des officiels. Et au bout du couloir, il y avait un grand tableau je ne me rappelle plus son nom. Il faudrait chercher dans le livre, je ne me rappelle plus son nom. En tout cas, ça représentait... c'est un peintre toujours très connu. Et à un moment, il avait collé un carré, comme ça, de velours noir. Et Cuny arrive devant, regarde, c'était une œuvre contemporaine, donc ça ne l'inspirait pas beaucoup. Puis il voit ce truc, il ne devait pas voir très bien ce que c'était. Et il dit, je suppose... que ce truc noir là-bas, ça donne sur les chiottes. Tous les officiels, absolument métissés. Évidemment, il n'y en a qu'une qu'on entendait rire, c'était moi. Tout le monde était anéanti. Et moi, j'étais morte de rire. Ce qui m'a fait connaître, du coup, Alain Cuny, parce qu'il était lui aussi sidérique. Je me suis mise à rire toute seule au milieu de tant d'officiels. Et du coup, après, on a fait des spectacles. On fait une grande soirée ensemble. Il avait demandé que je lise des textes. Et d'ailleurs, vos débuts à la radio sont des contes pour enfants. Oui, j'avais remarqué que les enfants adoraient les contes qui finissaient très mal. Donc, j'écrivais des contes absolument stupéfiants, dont un qui m'a valu d'être appelé par le directeur de France Inter, Pierre Vigne, qui racontait que ça se passait dans les Émirats, déjà. Et il y avait un émir qui était tombé amoureux de sa murène. Il avait des murènes qui croquaient ce qui lui avait déplu. Et lui était follement amoureux de sa murène. Et puis, il y avait une actrice qui traversait le désert, et elle était comédienne avec sa troupe, et s'était arrêtée, et du coup, il avait abandonné la murène pour sa jeune maîtresse. Et alors, ça se terminait très très mal, puisque la murène faisait semblant d'être morte. Du coup, la jeune fille avançait sa main pour voir si elle était bien morte, et elle finissait de croquer. Et je entends encore dans mon oreille la voix de Pierre Vigne me disant... Ève, je ne suis pas sûre que cette histoire de murène dont un émir est amoureux et qu'il la trompe avec une danseuse surgie des sables soit tout à fait pour des enfants, mais en tout cas, ta voix plaira ou déplaira, mais elle ne laissera personne indifférent, donc c'est toi qui vas lire tes contes maintenant, plus de comédien. Et j'ai dit, je serai payée. Il m'a dit, mais enfin, tu es assistante? Mais j'étais payée 3 francs 6 sous. Eh oui. Premier échec. Vous avez seulement gagné à être connu. Et il y a une autre date importante dans votre vie, c'est le 23 juillet 1993. À tout de suite sur Sud Radio avec Ève Ruggieri. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Ève Ruggieri. Au cas où je mourrais vos mémoires chez Flammarion, vous êtes bien vivante et pleine de mémoire, justement. Ce sont du bois. Oui, il y en a beaucoup dans ce nouveau studio. 23 juillet 1993. Vous êtes en extérieur, devant une caméra, toute de blanc vêtue avec des cheveux longs. C'est votre première télé et vous expliquez ce que sera votre émission Chute en tourne, qui est présentée par Ève Enroth. Vous vous en souvenez de cette séquence? Oui, mais c'est en RAW. En RAW. En RAW. Pas du tout. Ben voilà. Mais alors, pas du tout. Vous dites que ça s'appelait comment? C'était Chute, on tourne, votre première émission. Ah oui, et c'est la présentation. Voilà. Et c'est la première séquence. Vous êtes en extérieur, vous expliquez ce que sera l'émission. Oui. Ben, c'était une très bonne idée, à part que les réalisateurs de cinéma sont très malins et qu'ils sont tous trichés. L'idée, c'était d'aller plonger dans le bac où on met les chutes, ce qui a été coupé. Par exemple, dans La vie de château, à un moment, cette vieille dame qui recevait dans son château, elle était perchée sur une échelle et elle a raté son truc et elle est tombée sur le billard en dessous. Donc, ils étaient tous là. Elle aurait pu se faire mal, mais elle-même riait. Donc, tout le monde était plié en deux de rire. Et ça avait été coupé, évidemment. Et moi, j'avais ressorti. J'étais allée dans les montages et puis j'avais ressorti toutes ces chutes. Et certaines étaient très, très drôles. À part que les réalisateurs se sont très vite aperçus
que ça a attiré de l'audience et qu'ils ont fait des fausses chutes, les copains. Et ça se voyait. Donc on a arrêté. On a fait 1 an, puis on a arrêté. Ils trichaient tous. Mais vous avez inventé ce qu'est le bêtisier à la fin des films aujourd'hui. Ben voilà, en quelque sorte, oui. Et Ça s'appelait Chute, on tourne. Oui, et la première émission, c'était Bardot avec Colino Trousse-Chemise, qui était son dernier film. Oui, elle était tellement mignonne. C'était un personnage, vraiment. Et elle était... moi, j'arrivais pas à faire la différence entre elle dans la vie et elle jouant. Elle était d'une sincérité absolue. C'est pour ça qu'on a toujours dit que, bon, elle était très belle, mais ça aurait pas été aussi intéressant si elle n'avait pas été bonne comédienne. Ouais. Elle a fait des films, tout le monde ne tourne pas avec Godard et avec bien d'autres grands cinéastes. Et c'est pendant ce tournage que, voyant une femme avec sa chèvre en disant « je la mangerai dimanche », qu'elle a acheté la chèvre et décidé d'arrêter le cinéma et de se consacrer aux animaux. Oui. C'est fou, hein? Mais elle adorait les animaux. Rien que ça on était proches autour de ça. Alors, vous faites cette émission pendant 1 an. Il y a aussi bien des chutes de Chabrol que des Charlots. Et puis un jour, vous recevez un coup de fil d'une dame qui est importante à TF1, qui est Éliane Victor. Voilà. Et ça change tout. Et qui me disait ceci, à peu près. Votre émission sur Inter s'est arrêtée. Je ne peux même pas savoir pourquoi. Moi, je l'écoutais. Donc, ça vous plairait de faire de la télévision? Je dis, je sais pas, j'en ai jamais fait. Et elle me dit, on peut pas dire que vous sautez sur l'occasion. Donc, voilà, je vous préviens, vous serez pas à l'antenne. C'est 4 heures en direct. Et c'est vous qui gérez tout ça. Vous aurez une équipe autour de vous. Passez me voir. Donc, je suis allée la voir et on a commencé à travailler ensemble. Et c'était quelqu'un d'extrêmement dur, mais qui était une professionnelle hors norme. Et quand je pense aujourd'hui avec MeToo et tout ça, elle a commencé tout ça bien avant les premiers. Je trouve qu'on lui a pas rendu les honneurs qu'elle méritait quand elle est disparue. Oui, elle avait fait une émission qui s'appelait Les Femmes aussi, qui est la première émission... Complètement féministe. C'était une femme formidable. Mais qui m'avait dit un jour, premier rendez-vous après mes débuts, 4 heures de direct à la télé quand on n'en a jamais fait. J'étais pas à l'image, mais je coordonnais tout. Et elle me dit, bon... Alors, ça va pas du tout. Donc, je vais vous résumer, je vais pas vous dire tout ce que vous faites, qu'il faudrait pas faire, en tout cas pas comme ça. Je vous dis une chose. Quand on a des assistants autour, ou ils font le boulot, ou ils le font pas. Vous êtes responsable. Qu'est-ce que vous préférez? Les virer ou être viré par moi? Voilà. C'est-à-dire, j'étais restée tétanisée. Et je me suis dit, dans le fond, elle a raison, il faut secouer un peu tout ce beau monde. J'avais plein d'idées, mais bon, ça traînait, c'était long. Et finalement, on a fait une émission qui a formidablement marché. Oui, et un jour, en réunion, elle arrive en retard et elle se sert un café sans même s'excuser. Non, mais elle était incroyable. Elle est très séduisante. Hein. C'était quelqu'un qui, quand elle voulait charmer quelqu'un, elle y parvenait très bien. Et elle est arrivée, il y avait des messieurs très importants, elle est arrivée très élégante sur ses talons hauts, tout ça. Et il y avait un cocktail qui était prévu pour la fin de l'entretien. Donc, elle passe devant les chips. Elle fait « Oh, des chips !» Elle en prend une poignée, elle se tourne vers les gens qui étaient là, scandalisés. Elle dit « Moi, je sais pas vous, mais moi, j'adore les chips. Je prends l'assiette. » Elle était comme ça. Elle dit, moi, je l'aimais beaucoup, hein, mais elle me faisait très peur. Elle avait été repérée par Pierre Lazareff car elle avait eu une histoire terrible d'un fils qui avait eu un problème. Et Hélène Lazareff, qui était la directrice de Elle, avait raconté ça dans Elle, ce qui avait déclenché, d'ailleurs, je crois que ça avait déclenché une campagne de solidarité, des dons pour créer un bloc opératoire à l'hôpital Broussais à Paris. Oui. Mais il faut dire que elle m'avait raconté, après on était devenus assez proches. Elle m'aimait bien, je l'aimais beaucoup, et elle m'avait raconté qu'en fait, c'est une décision incroyable, parce qu'on n'avait jamais fait d'opération à cœur ouvert. Et c'est son fils, aux États-Unis, elle avait dit, il faut le faire. Parce que si on le fait pas, il va mourir. Il avait 10 ans. Voilà, donc je préfère qu'on fasse ça tout de suite. Et elle est partie pour les USA, il est opéré, il a survécu, il a fait une belle carrière. Et c'est comme ça qu'elle a été repérée par Pierre Lazareff. Oui. Elle est devenue la secrétaire générale de 5 colonnes à la une, émission mythique. D'ailleurs, dont le titre a été trouvé, on l'oublie, par Frédéric Rossif. Je ne savais pas. Et il était à l'époque à la direction, c'est lui qui a trouvé ce titre. C'était un très beau titre. Voilà. Et donc, ça a marché. Donc, vous faites cette émission, il faut trouver un présentateur. Oui. Alors, j'avais choisi William Lémergie. Je trouvais qu'il était sympathique, il avait ce côté un peu british. Je voulais quelqu'un qui soit assez élégant, sur la manière de se vêtir et de se conduire, mais qui ait beaucoup d'humour aussi. Et il y avait ce dosage parfait, je le vois toujours à la télévision, et qu'il a gardé.
Et c'était agréable de travailler avec lui et Ariane Gilles, et qui était sa partenaire. Et qui sont tous les deux, ont travaillé ensuite avec Dorothée au Club Dorothée. Voilà. Et puis, il y a... Alors là, vous êtes encore Ève Enrault. Et puis, il y a une émission où vous allez devenir Ève Ruggieri. Le regard des femmes. Le regard des femmes, c'est une émission... Eliane Victor. Voilà. C'est ma première émission avec elle. Voilà. Et les émissions consacrées aux femmes n'étaient pas courantes à l'époque, Ève Ruggieri. Non, et puis on avait un adversaire redoutable. C'était le mardi. Nous, on était le lundi. Tout ça, c'était le service public. Oui, oui. C'était la première chaîne. Oui, oui, qui était le service public à l'époque. On était sur TF1. Et de l'autre côté, il y avait Aujourd'hui Madame. Aujourd'hui Madame, qui marchait très bien, qui était implanté depuis longtemps. Et on a quand même fini par passer devant. Ça a été dur, mais on y est parvenu. Et surtout, vous traitiez de tous les sujets en toute liberté, Oui, ce qui n'était pas fréquent. Oui, moi j'ai reçu par exemple Angela Davis, qui avait mené toute la révolte contre l'apartheid, et qui avait fait de la prison et tout ça. Et c'était fascinant. Ou Nina Simone. Nina Simone qui était arrivée dans le studio et qui avait... Son entrée, c'était l'entrée d'une tragédienne, déjà. Et on avait longtemps parlé. Et à un moment, on en était arrivé. Je lui avais dit, mais je sais que vous étiez de formation pianiste classique. Et là, j'ai vu que les larmes montaient dans ses yeux. Elle m'a dit, oui, je voulais être la première femme noire à être une concertiste classique. Et j'ai pas pu parce que j'étais noire. Et quand on faisait des tournées, j'étais la vedette de ces tournées. C'est moi qui chantais sur la scène. Mais quand le spectacle était terminé, moi je partais, je laissais mes musiciens aller dans un restaurant réservé aux Blancs. Et moi j'allais dormir dans mon hôtel réservé aux Noirs. Donc on n'a jamais eu de moment d'intimité, sauf les répétitions. Et je lui ai dit, vous avez été malheureuse? Elle m'a regardée, elle m'a dit oui, j'ai été très malheureuse. Très. Elle s'est mise à pleurer, on a vite coupé les caméras, je voulais pas trop de... Et il y avait aussi les expositions. Vous êtes l'une des premières à avoir présenté des expositions régulièrement à la télévision. Oui, mais je voulais que ça bouge un petit peu, c'est-à-dire il y avait pas vraiment. Donc c'était musique au cœur déjà. Donc il y avait la musique classique, bien sûr, mais j'ai fait des musiques au cœur de la peinture, des musiques au cœur de la danse, des musiques au cœur du hip-hop. C'était les débuts du hip-hop et ça m'intéressait tellement parce que je voyais bien comment ça pouvait sauver le ballet classique où les jeunes n'allaient un peu qu'à regret. Les petites filles parce qu'elles rêvaient d'être danseuses, mais les garçons. Et d'un seul coup, il y avait une nouvelle manière de danser qui s'appelait le hip-hop. Et j'étais allée dans le seul festival qui a existé là-dessus. Ils avaient eu l'idée de prendre des danseurs de hip-hop et de leur donner des chorégraphes professionnels de danse moderne. Et c'était très intéressant, la rencontre de la danse classique et du hip-hop. Musique au cœur, on va en reparler tout à l'heure, mais il y a eu une émission avant. Vous avez assuré la relève de Michel Drucker dans les rendez-vous du dimanche. C'était une catastrophe. Je voulais pas le faire. À l'époque, le président de TF1, c'était Monsieur Guillaume. Jean-Louis Guillot. Jean-Louis Guillot, voilà. Et donc, il m'appelle, parce que j'avais des bons sondages, je suppose. Il m'appelle et il me dit, voilà, Michel Drucker a demandé à passer le samedi soir. Donc, j'ai pensé à vous pour le remplacer pour les dimanches. Et je lui dis, je vais réfléchir. Il me dit, comment vous allez réfléchir? Mais il y a 10 personnes qui veulent faire cette émission, donc il me cite tous les animateurs, qui étaient évidemment... Donc je vous donne 48 heures. Donc je suis rentrée à la maison, j'ai dit, moi j'ai pas envie, je connais rien au cinéma. Et toute la famille m'a dit, mais justement, c'est intéressant. Puis j'ai vu le cachet de Michel Drucker et je me suis dit, dans le fond, si, j'ai envie. Et je me suis retrouvée, première émission au Festival de Deauville. Et j'étais à côté de Clint Eastwood, qui était une beauté quand même. Et j'étais transformée en un bloc de tremblement, tellement j'avais le trac. Et à un moment, je me trompais sur les lancements des extraits, j'entends la voix de Rémi Grumbach, qui était le réalisateur. Et il y avait les haut-parleurs. Tout le monde entendait. Donc, Ève, tu t'es encore trompé d'extrait. J'avais envie de mourir. Et quand ça a été fini, deuxième émission, Chabrol. Très désagréable. Je veux dire, il devait être très copain avec Michel. Alors Michel m'avait apporté, qui était gentil de sa part, il m'avait apporté un cahier où il y avait toutes les critiques qu'il avait assassinées quand il avait commencé, en me disant, tiens, lis ça, ça va te remonter le moral.
Et finalement, j'ai été sauvée par Alain Delon. Qui est venu faire la promotion de son film, je crois, 3 hommes à abattre. Voilà. Et d'ailleurs, c'est l'époque où il avait compris qu'il fallait pas sortir 3 films par an, mais un en faisant un marketing maximum, comme Belmondo, Voilà. et ça a marché. Et c'est vrai qu'il a été royal, Delon, comme toujours. Il a été formidable, c'est-à-dire qu'il m'a dit, Ève, vous allez venir à la maison avec Rémi Grumbach, le réalisateur, et on va travailler pour la prochaine émission. Donc, j'avais regardé le film, évidemment. Il m'a dit, montrez-moi vos questions. Il a dit, bon, ça, je garde. Ça, c'est pas la peine parce que je la ferai moi-même. On a travaillé tout l'après-midi. Et évidemment, je suis pas sûre que ce soit le travail, mais en tout cas, le nom d'Alain Delon a fait des miracles et l'émission a démarré en trombe. Et là, pendant 1 an, ça a très bien marché. Et de temps en temps, j'ai eu des chances comme ça. Au moment où la télévision allait devenir privée, c'est-à-dire TF1 allait devenir une chaîne privée, j'ai eu un appel de Pierre Desgroupes qui m'a dit, voilà, Ève, je viens d'être nommée président de Antenne 2, donc, et je vais vous sauver du cinéma pour lequel vous n'êtes pas faite, et vous allez venir avec moi faire de la musique classique. J'ai cru que j'allais m'évanouir de bonheur. Donc, j'y suis allée. Il a eu cette phrase qui n'était pas très encourageante. Vous gagnerez beaucoup moins d'argent, vous serez beaucoup moins connu, mais un jour, vous me remercierez. Et je dois dire que j'ai jamais raté une occasion de le remercier. C'était un homme merveilleux. Alors, justement, cette époque-là sont dans vos mémoires, qu'on va évoquer dans quelques instants à travers une autre date, le 4 octobre 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Ève Ruggieri. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Ève Ruggieri. Depuis le début, nous parlons de votre vie à travers des dates clés. Et le 4 octobre 2023, date clé pour vous, au cas où je mourrais, Ses mémoires chez Flammarion. Un titre simple, mais curieusement jamais utilisé. Non. Et mon éditeur était enthousiaste. Ça a beaucoup fait rire. Il m'a dit, alors ça, c'est bien le meilleur titre de biographie que j'ai jamais vu. Et en fait, ça vient d'une lecture. J'adore les mémoires. Donc, je lis beaucoup de mémoires. Et j'avais lu les mémoires d'une jeune aristocrate qui avait 15-16 ans et qui avait commencé son journal intime par cette phrase, au cas où je mourrais, à part qu'elle vivait au moment de la Révolution. Donc, il y avait quelques chances, étant aristocrate, qu'elle succombe. Alors que moi, bon, on n'est pas en Révolution pour l'instant, disons à temps limité. Mais je me suis dit, c'est un bon titre, ça. Oui. Alors, quand on lit ces pages, il y en a près de 400, on s'aperçoit, Ève Ruggieri, que vous avez eu une vie beaucoup plus remplie que vous l'auriez espéré. Oui, même que je l'aurais souhaité d'une certaine manière, parce que pendant un moment, j'avais la radio le matin, la télévision l'après-midi et 3 festivals où je montais des opéras importants. Un à Antibes, le second est arrivé, c'était Chartres, et le 3e après, ça a été Pierre Cardin et Lacoste. Donc ça faisait beaucoup. C'était un énorme travail, oui. Mais en même temps, ça vous passionnait. Ah oui, oh ben oui. Alors, justement, j'aurais pas fait tout ça. Ce qui est aussi clair, on en a parlé il y a quelques instants, c'est qu'une émission a justement changé votre vie. Musique au cœur, donc c'est une émission que Pierre Desgroupes vous a demandé. D'ailleurs, c'est lui qui a trouvé le titre. Oui. Moi, je trouvais que ça faisait un peu Boy Scout. Il m'a dit, taisez-vous, c'est très bien. Donc, oui, car il aimait la musique classique, Pierre Desgroupes. Bien sûr, il a un fils qui est musicien. Alors, il se trouve que les conditions d'appel pour cette proposition ont été très particulières, Ève Ruggieri. Oui, parce que j'étais en Gascogne, j'essayais de prendre 15 jours de vacances, et le forgeron, donc qui lui avait le téléphone, arrive et me dit, Madame Ruggieri, il y a un monsieur d'Assegropes qui cherche à vous joindre, et il n'est pas facile, et je peux vous le dire. Alors faites un effort, déplacez-vous. Moi, ça fait 3 fois qu'il appelle, et ça va plus du tout, là. Donc j'y vais, et en me disant qui c'est, monsieur d'Assegropes. Et je veux dire, j'avais pas entendu parler de lui. Il revenait à la télévision, mais j'avais complètement oublié son nom. Et je prends l'appareil, j'entends. Il vous arrive de répondre quand on vous appelle au téléphone, Madame Ruggieri? Ben, j'ai dit oui, ça m'arrive. Et là, j'avais reconnu quand même un peu sa voix. Elle m'a dit voilà, je voudrais vous proposer une émission de musique classique. Ce qui ne se faisait pas beaucoup à la télévision à cette époque-là. Non. Il y avait eu Bernard Gavotti qui avait fait une émission pendant des années, Les Grands Interprètes. Et Jacques. Et Jacques Chancel, oui. Mais c'était une émission régulière. Oui. Vous pensiez que ça durerait quelque temps, ça a duré 37 ans. Oui.
38 même. Ouais, c'est fou, hein. Oui, mais c'était en plus, ce qui était formidable, c'est que c'était une émission qui durait 1 heure et qui était 4 fois par semaine. C'est-à-dire le lundi soir, on avait 1 heure d'émission, le lundi d'après aussi, etc. Et quand je vois aujourd'hui, moi quand je me suis arrêtée, parce que la télévision avait fait ce que font maintenant toutes les télés, c'est-à-dire avant on était entièrement produit par le service public, et là il y avait l'ouverture sur des petites sociétés qui... et j'étais passée, je suis restée 3 ans avec eux, dans une boîte qui était gérée par 2 garçons adorables, mais qui n'avaient pas les moyens du service public. Là où j'avais parfois 4 caméras, il y en avait une sur la tête d'une jeune personne qui faisait de son mieux, mais enfin, ou 2, mais c'était pas ce que j'espérais. Alors, résultat, vous avez fait des grandes interviews, et je crois que le plus étonnant, c'est Pavarotti, que vous avez connu dans des conditions très particulières, Ève Ruggieri. Oui, parce que je l'ai cherché partout, il n'était jamais là. Donc je passais mes journées à appeler. J'appelais en Italie. Ah non, il est parti pour Londres. J'appelais Londres. On me disait, ah ben non, il est au Japon là pour 1 semaine. Je jonglais avec les décalages horaires. J'avais une tête comme ça. Et puis un jour, j'étais en train de raccrocher. Je le vois en face de moi par la fenêtre sur le trottoir en face. Et je me dis, il faut que j'arrête de l'appeler parce que maintenant j'ai des visions. Et puis en regardant, il continuait d'avancer. Je me suis dit, mais c'est lui. Je me suis levée d'un bond. Je me rappelle, j'étais sur le tabouret de piano parce que je regardais une partition. J'ai tourné comme ça. Je suis partie comme une flèche. J'ai traversé la rue. C'est un miracle que j'ai survécu parce que je ne voyais que lui. J'entendais des klaxons partout, des coups de froid. Je suis arrivée sur le trottoir. Je lui ai dit, Monsieur Pavarotti, il faut qu'on fasse une émission ensemble. Et il y avait son attaché de presse que je connaissais, qui est adorable, Jacques, et qui m'a dit, mais on va arranger ça. Et effectivement, 1 semaine après, on avait une lettre de l'attaché de presse de Pavarotti disant, on se retrouve en Italie. Ouais, voilà. Ça a failli mal se passer parce qu'il était très en retard. Non, il n'était pas en retard. Il était devant un match dans sa chambre, dans sa suite. Il y avait un énorme canapé avec une créature blonde assise à côté de lui. Il lui était en robe de chambre et il suivait un match de baseball. Donc moi, j'arrive et il me dit, assieds-toi là. Alors, d'un côté, il y avait la jeune personne, de l'autre côté, il y avait moi et lui qui était comme ça. Et moi, je devais rentrer le soir même parce qu'il y a les économies dans le service public. Et je voyais leur tourner, puis toujours rien. Et à un moment, le match s'arrête, enfin, et il me dit, alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je lui dis, une émission d'1 heure. Et il me dit, quel est le budget? Et moi, je lui dis ce qu'on m'avait donné, et il se met à rire. Et d'un seul coup, moi, ça m'arrive comme ça, pas souvent, mais ça m'arrive. Une sorte de colère froide m'a saisie, et je lui ai dit, mais ça vous fait rire, ça? Vous, qui avez beaucoup d'argent dans votre carrière, vous pensez pas qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'aller à l'opéra pour vous voir et que la télévision, c'est important? Il me semble que vos débuts ont été difficiles aussi. Pensez à ceux qui vivaient comme vous et arrêtez de rire bêtement. Et puis je suis partie en claquant la porte. Je vois l'ascenseur, je me précipite et il était occupé. Et donc j'attendais. D'un seul coup, je me suis sentie vraiment prise comme ça aux épaules et soulevée. J'avais mes pieds de la terre. Et Pavarotti qui disait, ma che caractère. Et ça s'est passé comme ça. Donc je suis retournée, on a pris un rendez-vous, il n'était plus question, il fallait pas que je rate mon avion, et on a commencé à travailler ensemble. Et ça s'est très 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 bien passé jusqu'à sa disparition, hélas. Il y a une signature historique au Galeries Lafayette où il a dédicacé son livre. Il y avait 1 mètre de haut de volume. Et il y a un jeune qui arrive pour lui faire dédicacer un livre en disant, j'aimerais vous rencontrer. Et ce garçon est venu au concours Pavarotti, c'était Roberto Alagna. Oui. C'est comme ça qu'il a débuté. J'avais découvert 1 an auparavant, même pas d'ailleurs, 6 mois, chez Gabriel Dusurgé. Et à l'époque, il chantait dans une pizza. Alors, il y a eu la télévision, et puis il y a eu donc à la télévision un soir de cauchemar. C'est le jour de l'inauguration de l'Opéra Bastille, Ève Ruggieri. Ah oui, c'était terrifiant, parce que les Américains étaient avec des gardes du corps drastiques. Et moi, ce qui m'a sauvée, c'est que j'avais un petit chien qui était extrêmement sympathique, qui était grand comme ça, qui s'appelait Attila. Donc Attila, même les Américains connaissaient. Et donc j'avais le droit de passer. Mais le soir, alors imaginez, 21 chefs d'État au premier rang, autour de François Mitterrand et de Madame Mitterrand, une distribution de grands chanteurs formidables, derrière le rideau de fer, et le rideau de fer bloqué. Oui. Et moi qui étais en train de présenter la soirée, on me faisait signe
continue. Moi, on m'avait dit le contraire. Ève, tu dépasses pas 5 minutes, etc. Et là, on faisait continue. Et ça ne remontait pas. Et je me suis dit, mais c'est la honte suprême. Et en fait, c'était automatisé. Avant, il y avait le rideau en tissu. Oui. Donc, on appuyait ou on tirait, ça s'ouvrait. Là, c'était une machine et ça ne marchait pas. Alors, il a fini par s'ouvrir, heureusement. Mais ça a été les minutes les plus longues de ma vie, là. Il y a eu d'autres moments beaucoup plus heureux, notamment ces 20 années pendant lesquelles vous avez présenté un festival à Lacoste chez Pierre Cardin, à la demande de Pierre Cardin. Oui. Il avait reconstruit le village. En fait, il avait découvert que le marquis de Sales avait eu un château. Marcel Julien avait essayé quelques années plus tôt de sauver ce château et Cardin l'a fait. Oui, Cardin l'a fait. Et c'était un monsieur qui était instituteur, qui était déjà très âgé, qui avait entrepris de restaurer un peu, mais il n'avait pas de moyens. Et il est mort et sa femme est venue voir Pierre Cardin et lui a dit, voilà, il y a des Américains qui veulent racheter le château pour faire un truc moderne de tourisme, etc. Et mon mari a passé sa vie à tenter de le sauver. Est-ce que vous pouvez prendre sa succession? Et Pierre a dit oui tout de suite. Et ce qui fait, quand cette femme est morte, elle lui a légué sa propriété qui était très belle. Et je me rappelle de Pierre, en me regardant, il me dit, vous vous rendez compte, à mon âge, j'hérite encore une propriété. Il avait déjà acheté 4 châteaux dans le coin, donc ça commençait à faire beaucoup. Mais c'était un être fascinant. Oui, il m'avait un jour expliqué qu'il avait perdu beaucoup d'argent au théâtre, qu'il aurait pu s'acheter 50 châteaux, mais qu'il préférait perdre de l'argent au théâtre. Oui. Et je ne sais pas si vous le savez, un jour, il dessine les plans d'une maison en Provence. Le terrain ne lui convient pas autour pour sa maison. Il a fait sauter la colline. Oui, ça a été un drame avec les monuments historiques. Non, mais c'était un personnage, vraiment. Mais vous avez fait aussi d'autres festivals. Je crois qu'il y a eu un moment surréaliste que vous avez vécu pour Don Giovanni, où la patrouille de France est passée pendant la représentation. Oui, c'était Caballé qui chantait. Je crois que c'était un concert. Et en plein milieu, sur un aigu qu'elle était en train de chanter, on entend une espèce de grondement et on voit passer juste au-dessus la patrouille de France. Et Caballé, qui avait un humour fou, alors les gens étaient horrifiés, enfin scandalisés, et ils disparaissent. Et Caballé regarde la foule et dit, il m'avait dit qu'il répéterait pas avec moi. Et elle a repris pile poil sur la note aiguë, comme si de rien ne s'était passé. C'était une grande artiste. Et à propos de château, vous expliquez aussi et vous évoquez ce château en ruine que vous avez acheté, une folie un jour, en Gascogne. Une vraie folie. Le château de Montespan que vous avez entièrement restauré. Non. J'aimerais bien. Oui, mais vous avez fait. S'il y a des intéressés. Une partie est restaurée, où vous vivez. Oui. Et un jour, pendant que vous êtes en train de tout repeindre, il y a un visiteur illustre qui arrive. Oui. C'est-à-dire on venait juste de finir de faire le plafond, ce qui avait été crevant parce que on était là, les bras en l'air, il y a 5 mètres de hauteur dans les pièces. Et on était allé prendre un café, tout ça. On revient, je claque la porte un peu violemment et je me prends un morceau de plâtre, mais large comme ça et épais comme ça. Je tombe par terre, j'étais complètement... et en levant la tête, je vois des couleurs. Et comme j'étais un peu quand même assommée, j'ai attendu un petit moment, je regarde à nouveau et je vois des poutres peintes avec la devise de Montespan, les armoiries de Montespan. Et je me suis dit, il y a un plafond à caisson, il faut que je regarde ça. Et c'est comme ça qu'on a... on l'a toujours pas sauvé, on l'a remis en état, mais on est juste de repeindre quand même. Donc c'était un coup dur. Oui, mais il y a aussi, donc, sachant que c'était un château historique, un visiteur qui est venu en voisin, c'était François Mitterrand. Voilà. Il se trouve que je ne connaissais pas du tout, bien sûr. Je connaissais le président, mais lui, je ne le connaissais pas. Et il se trouve que j'avais été invitée par une dame qui avait une maison pas très loin de chez moi, une très jolie maison, qu'elle restaurait avec beaucoup de talent. Et le fils de ma marraine m'avait amené dîner chez elle. Et je ne lui avais pas demandé ce qu'elle faisait. Il se trouve que c'était la plus proche secrétaire et amie, vraiment, femme de confiance merveilleuse, de François Mitterrand. Donc, le surlendemain, c'était le 15 août, et tous les ans, j'ai appris ça plus tard, le président venait la voir en famille. Il venait avec sa femme, ses enfants, tout ça, bon.
Et il avait fait ce qu'on fait toujours. Qu'est-ce que vous avez fait ces derniers temps? Elle avait dit, je suis allée voir le château qu'Avrudirière a racheté. Ah bon? Elle a racheté un château? On va y aller demain. Et donc, il était entré comme ça. Moi, j'étais en train de faire la bibliothèque. On était en train de tailler. Alors, j'avais une horrible jupe culotte, qui est une chose épouvantable, et les mains pleines de colle de poids pour coller les planches. Et je vois effectivement le président en bas, mes chiens qui essayaient de le mordre, le garde du corps qui essayait de pousser les chiens. Je descends 4 à 4 les escaliers, je tends ma main au président qui attrape ma main qui fait... Je dégoulinante de colle. Ça a commencé comme ça. Enfin, ça s'est arrangé ensuite. D'ailleurs, vous racontez dans ce livre comment ensuite vous avez rencontré Mitterrand à l'Élysée, comment est née votre complicité avec des livres. Tout ça, c'est dans ce livre « Au cas où je mourrais » chez Flammarion, qui est un livre plein d'anecdotes et de joie que je recommande à toutes celles et à ceux qui nous écoutent, et ils sont nombreux. Et puis, au cas où vous faites un nouveau livre, vous revenez quand vous voulez. Avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.